thérapie sportive et cancer, parlons-en, présenté par Julia. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui dans les studios de RLP Radio, Radio Libre en Périgord, dans la chronique Activité physique thérapeutique et cancer, parlons-en de la CAMI Sport et Cancer. Nous sommes aujourd'hui dans le studio avec Henri Ilfix. Bonjour Henri. Bonjour. Henri qui est hypnothérapeute et a différentes casquettes dont il va nous parler dans ce reportage. Henri, tu as 69 ans, présente-toi, parle-nous un peu de ton parcours. Oui, bonjour tout le monde. Voilà, je m'appelle Henri Ilfix. C'est un parcours qui est assez atypique, qui a démarré en fait donc avec une carrière dans la Marine nationale, une carrière qui a duré 22 ans. Et qui m'a permis de pouvoir voir différentes situations sociales, différentes personnes, différents pays, puisque j'ai beaucoup navigué. Et peut-être que ceci a pu déclencher effectivement la position dans laquelle je suis actuellement, et qui est une position plutôt, comme un petit peu tout le monde, mais plutôt humaniste, et pour pouvoir accompagner les personnes. Henri, ton symbole, c'est le papillon, et tu en as un autre, la licorne. Que symbolise pour toi ces deux créatures, cet animal et la créature de la licorne ? Oui, c'est vrai que deux animaux qui sont très sensibles pour moi. Le papillon, pour moi, symbolise donc la sagesse et puis le fait d'être posé. Le papillon, donc, qui a une vie très éphémère, va profiter de tous les moments qu'il a. Et c'est ce qui est important pour moi. Donc, ce moment présent qui est vraiment très important. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans ce moment présent ? Et la licorne, c'est également quelque chose, un animal féerique, qui est un petit peu mythique pour moi, car elle symbolise donc l'élan, la découverte par sa corne de pouvoir délivrer certaines pratiques, certains accompagnements. Voilà pour quelle raison je m'identifie à ces deux animaux. La licorne, d'ailleurs, qui symbolise, comme le papillon, le thème de notre reportage du jour, une envolée hypnotique dont nous allons justement parler. Henri, tu as été éducateur sportif et tu es toi-même sportif au quotidien. Tu accordes beaucoup d'importance à l'activité physique qui est au cœur de la chronique CAMI. Parle-nous un petit peu de ce parcours sportif et de cette volonté de t'orienter vers le sport très jeune. Oui, donc à la sortie de ma carrière de la Marine nationale, 22 ans de carrière, mon désir c'était de pouvoir, dans un premier temps, être éducateur sportif, mais avec un accident qui m'a empêché de pouvoir aller au-delà donc, de mon diplôme donc, d'État, un accident au niveau du dos. J'ai eu simplement la première partie, m'a dirigé sur une deuxième reconversion, on va dire, qui est plutôt une reconversion au niveau qui n'a rien à voir au niveau du vin, au niveau de la découverte donc du vin, de la faire apprécier le vin par des bars à vin que je voulais mettre en place donc à Sarlat. Et n'ayant pas l'opportunité de pouvoir mettre en place ceci, je me suis de nouveau redirigé vers l'activité donc, physique sur laquelle j'avais déjà mon premier pas qui s'était mis en place par rapport à cela. Pour cela, donc, j'ai fait des formations qui m'ont permis de pouvoir avoir d'autres diplômes qui me permettaient de pouvoir faire une activité physique de façon collective, puisque donc j'ai été un animateur qui animait donc des cours collectifs pour les adultes et pour les seniors. Et quel type de cours ? C'était des cours sur chaise ? C'était des cours plutôt sur tapis ? Et c'était où ? C'était en Dordogne ? Oui, c'était en Dordogne, c'était à Sarlat, et c'était des cours plutôt cours fitness, on va dire. D'accord. Cours fitness et gymnastique, donc du style step, Elia Salsa par exemple, la Zumba également aussi. C'était des cours de renforcement musculaire, des cours d'endurance, voilà. Donc c'était des cours qui étaient assez multiples. Et au fur et à mesure, donc ces cours qui me mettaient en contact avec les personnes. Et c'était vraiment donc dans mon essence, dans mon ADN, cela m'a permis de pouvoir délivrer donc des cours personnellement de loisirs et d'activité physique, mais également aussi de bien-être. Donc au fur et à mesure donc de
de mon parcours, je suis allé rechercher un petit peu plus donc le bien-être, c'est-à-dire la relaxation, peut-être la méditation. Un peu méditation, etc. Exactement. Donc là, on passe directement de l'activité physique à la méditation. Est-ce que il y a eu une transition? Est-ce qu'il y a eu un cheminement aussi psychologique entre les deux pratiques? Est-ce que dans le monde du sport, tu t'es rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de stress et beaucoup de soucis en termes d'hygiène de vie chez les personnes, et du coup, tu as eu envie d'améliorer leur vie au quotidien de manière globale, non pas uniquement spécifique par le sport? Oui, effectivement. Donc en fait, le pont qui s'est mis en place par rapport à l'activité physique du style fitness et puis la méditation, mais on pourra y revenir, c'était plutôt ma deuxième casquette sur laquelle je pratique encore aujourd'hui, qui est avec l'association qui s'appelle l'ACEPT, que peut-être certains d'entre vous connaissent. L'ACEPT, ça veut dire une association de santé, de prévention, d'éducation sur les territoires. C'est une association qui est nationale, qui est faite pour les seniors à partir de 55 ans et qui est gratuite parce que nous délivrons donc on peut dire une bonne quinzaine donc d'ateliers. On va le trouver sur tous les départements. Et ces ateliers, je vais en donner quelques exemples. Ça peut être des ateliers donc d'équilibre, c'est des ateliers donc sur la mémoire, des ateliers également aussi sur la nutrition, sur le sommeil, le yoga du rire également aussi en fait partie, la gestion du stress. Voilà, donc ce sont des ateliers qui, au fur et à mesure, a été le pont qui m'a permis de pouvoir aller un peu plus, si vous voulez, donc sur la méditation, sur la spiritualité, sur le bien-être, sur la recherche un peu plus en profondeur donc de ce qui anime la personne. Oui, la santé dans sa globalité et non pas que sur le plan physique. Au-delà de la santé, est-ce que tu pourrais parler d'éducation thérapeutique dans les activités que tu fais à l'ACEPT? Est-ce qu'il y a vraiment une dimension d'agir avant l'arrivée de la pathologie, avant les dégâts de la maladie et tous les traitements et les effets secondaires en lien avec ces traitements? Est-ce que toutes ces activités sont vraiment en lien avec le avant la maladie? Tout à fait. L'ACEPT, donc, on peut dire que par son nom, Association de santé, de prévention, le mot prévention est là vraiment pour pouvoir justement prévenir et même empêcher que la maladie se mette en place. On parle par exemple donc d'ateliers mémoire pour pouvoir empêcher que différentes pathologies au niveau de la mémoire se mettent en place. L'atelier équilibre par exemple, empêcher les chutes de façon à ce que la personne reste toujours en autonomie. On sait bien qu'un équilibre précaire va engendrer des chutes et donc des fractures qui souvent entraînent les fauteuils roulants et du coup la perte de mobilité et d'autonomie au quotidien. Du coup, j'oriente beaucoup de patients, d'ailleurs, tu as dû le remarquer, vers les ateliers de l'ACEPT équilibre, forme équilibre, si je me trompe pas de mémoire. C'est ça. Donc, il y a vraiment tout un lien avec la santé, la condition physique de la personne. C'est ça, tout à fait. Donc, avec l'ACEPT, on travaille aussi bien, comme tu viens de le dire, donc aussi bien sur le physique, donc aussi bien sur l'équilibre, mais également aussi, puisque je ne l'ai pas cité, donc l'atelier Forme Bien-être, qui est un atelier qui est sur les 5 thèmes suivants, sur la respiration, sur la posture. La posture donc est importante, que ce soit une posture aussi bien debout, assis ou allongé, mais également aussi sur la gestion du stress, puisqu'on travaille donc sur cette gestion du stress en permanence, sur la souplesse, l'amplitude articulaire, et bien sûr sur le sommeil également aussi. Donc tous ces ateliers... comment concrètement, du coup, tu agis, par exemple, dans le cadre du sommeil? Est-ce qu'il y a des ateliers sous forme de cartes, des ateliers plutôt sous forme de consultation où tu rencontres la personne en face à face, face to face? Alors, il faut savoir que les ateliers donc, de l'ACEPT, ce sont des ateliers plutôt collectifs. On est sur un nombre de personnes, un minimum de 12, un maximum de 15 personnes, et on délivre effectivement donc, des informations de façon collégiale. Et si on revient donc sur l'atelier sommeil, c'est un atelier qui est assez récent et vraiment très intéressant, car on va très en profondeur dans cet atelier-là, c'est-à-dire on fait comprendre à la personne comment fonctionne le sommeil, mais également surtout quelles sont les problématiques qu'elle peut rencontrer, une personne qui est insomniaque, quelles sont les problématiques qu'elle peut rencontrer, par exemple avec un agenda du sommeil. Donc on fait
on fait avec la personne donc un listing des actions qu'elle peut avoir dans la journée, mais également aussi les actions qu'elle peut avoir donc dans la nuit, se relever pour aller aux toilettes, par exemple, se réveiller pour telle raison. Donc tout cela est mis en avant et permet de mettre le doigt sur les défaillances dans la journée, peut-être. C'est une défaillance, une mauvaise alimentation la journée va entraîner une faim la nuit et du coup un réveil peut-être. C'est ça. Ou une surhydratation. Ouais. Là, donc il y a l'aspect sommeil. On a parlé également de la vitalité. Alors la vitalité qui englobe beaucoup de choses. Je suis assez curieuse. Quels sont ces ateliers vitalité justement que vous proposez à l'ASEPT ? Alors l'atelier vitalité, c'est un atelier qui est, comme tu viens de le dire, qui est un atelier qui regroupe plusieurs thématiques. Il faut bien se dire que la santé, donc si on le met au milieu, donc si on le met au centre, donc tous les paramètres qui sont autour de cette santé vont agir sur cette santé-là. Et c'est ce qu'on va mettre donc, dans l'atelier vitalité qui permettra, cet atelier-là, de pouvoir aller un peu plus dans la profondeur dans différents ateliers qui sont plus spécifiques, comme le sommeil que je viens de parler. Dans l'atelier vitalité, donc, on va regarder, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que le vieillissement. Le vieillissement, on va remarquer que ce n'est simplement que quelques points qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas modifier, et on va faire une différence entre le vieillissement et la maladie. Voilà. Donc ce vieillissement, on n'a aucun moyen de levier pour pouvoir agir dessus, mais par contre, sur la maladie, on a des moyens de levier. On va s'apercevoir que 70% du comportement vient de notre comportement, peut engendrer donc des problèmes de maladie par rapport à cela. 30%, ça peut être simplement que du patrimoine, donc génétique, etc. Mais on a quand même ce 70% qui sont importants. Et c'est ce que nous allons développer donc, dans l'atelier Vitalité par les médicaments, par les maladies, par la nourriture, par le sommeil également encore, la gestion du stress. Donc tout cela est survolé. C'est un peu plus global finalement, voilà. L'atelier Vitalité. Donc beaucoup, finalement il y en a pour toutes les problématiques, pour tous les profils. On sait que les Français sont extrêmement stressés de par une vie minutieusement calibrée. Le stress, il est aussi géré par la cohérence cardiaque. Est-ce que tu peux nous présenter un peu cette cohérence cardiaque que la plupart ne connaissent pas, la plupart des Français et certainement de nos auditeurs? Oui, c'est une autre casquette donc, que je peux avoir, que j'ai. Je suis un coach de la cohérence cardiaque et je fais également aussi donc, des conférences sur la cohérence cardiaque au sein donc, de l'ASEPT. Alors cette cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? Il est un petit peu compliqué de pouvoir expliquer qu'est-ce que la cohérence cardiaque. On va plutôt aller pour expliquer l'incohérence cardiaque. On va aller plutôt dans le sens inverse, si vous voulez. Et l'incohérence cardiaque, donc, c'est la coordination ou le manque de coordination entre le cœur et la respiration. Donc, dans le corps, donc, tout est en équilibre. Et si la respiration, elle est bien équilibrée, c'est-à-dire entre l'inspire et l'expiration, elle va pouvoir également aussi mettre le cœur dans un rythme cardiaque qui va être suffisant. Envoyer donc son sang, le sang donc au niveau donc de cellules qui va être de volume suffisant, permettre à ces cellules de bien fonctionner par rapport à cela. S'il y a un dysfonctionnement au niveau de la respiration, et c'est surtout là-dessus qu'on va beaucoup agir, car le stress, on ne peut agir que sur cette respiration pour pouvoir faire comprendre à ce système nerveux autonome, très rapidement, le système nerveux autonome, c'est ce qui permet de pouvoir nous gérer et puis de nous sécuriser, de faire comprendre à ce système nerveux autonome de pouvoir ralentir certains organes de façon à ce qu'on revienne dans un équilibre, dans une homéostasie de façon convenable. Est-ce qu'un déséquilibre entre la respiration et le cœur peut entraîner justement un déséquilibre hormonal général et peut-être de l'hypertension, voire des problèmes cardiaques? Tout à fait, car là, on revient sur les émotions. La respiration, elle est gérée par des émotions. Une émotion forte, une émotion dérangeante et déstabilisante va entraîner donc un rythme respiratoire un peu plus rapide et de ce fait de dysfonctionner par rapport avec la coordination au niveau du cœur. Ce que nous faisons avec la cohérence cardiaque, c'est de pouvoir retrouver cette cohérence, c'est-à-dire de retrouver un rythme plus régulier et surtout plus équilibré par rapport à la respiration qui, par de ce fait, va pouvoir ralentir par le nerf vague
très rapidement, le nerf vague, c'est celui qui nous permet de pouvoir ralentir, donc, ou alors accélérer donc, nos organes, permet de ralentir et de revenir avec un équilibre au niveau donc, de l'ensemble des organes. Donc voilà, une super homéostasie finalement corporelle suite à de la cohérence cardiaque régulière. Il faut faire combien de fois par jour cette cohérence cardiaque qui, je rappelle, fonctionne par une application, c'est ça, 5 minutes par jour ? Oui, c'est ça, 5 minutes par jour. Alors, pour aller un peu plus dans le détail, il faut savoir que c'est une inspiration, pour qu'on reste dans l'équilibre, c'est 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Donc là, nous sommes vraiment dans l'équilibre, ce qui nous permet d'envoyer un message donc, à ce système nerveux autonome pour dire que tout va bien et qu'il va pouvoir mettre en veille ou en sommeil donc, certains des organes. Et c'est pendant 5 minutes. 5 minutes parce que en fait, il va falloir... le corps a besoin de ces 5 minutes pour pouvoir comprendre qu'effectivement, que tout va pouvoir revenir à la normale. Au-delà de 5 minutes, il peut y avoir des intrusions au niveau, donc, au niveau du cérébral et ça peut être embêtant, on peut partir, on peut être beaucoup moins concentré car la cohérence cardiaque est une histoire de concentration. Et c'est de pouvoir réapprendre progressivement au corps à pouvoir revenir sur des tempéraments et surtout des rythmes beaucoup plus réguliers, ce que a le bébé quand lui n'a pas de problème forcément émotionnel. Donc c'est vrai que la vie qu'on s'est construite, la vie moderne, impose des rythmes très, très serrés, une vie assez minutieuse qui peut déstabiliser que ce soit l'hygiène de vie, d'où la prévention primaire de la SEP qui est essentielle et amener à beaucoup de stress. Donc cette cohérence cardiaque est une partie finalement à part de toutes les pratiques, si je peux me permettre, que tu fais à la SEPT. Cette cohérence cardiaque finalement est à promouvoir plus que jamais au vu de la société moderne dans laquelle on évolue. Henri, tu fais également de l'ainothérapie. Donc tu as été formé à l'ainothérapie en 2020 sur la période Covid, post-Covid et tu as finalement appris différentes approches pour finalement promouvoir la pratique dans l'alignement de tes valeurs. Tu vas pouvoir nous parler également de quelques ouvrages qui ont marqué finalement ton apprentissage de l'ainothérapie. On est curieux d'en savoir beaucoup plus. Alors, comment je suis arrivé à l'ainothérapie ? Et tout d'abord, qu'est-ce que l'ainothérapie ? Je vais expliquer un petit peu ce mot, peut-être un petit peu barbare pour certains, car l'ainothérapie est une activité qui est toute récente, on va dire une vingtaine d'années, mais peut-être pas plus. L'ainothérapie, ça s'écrit E-I-N-O, toujours attaché avec le mot thérapie derrière. Et E-I-N-O, en grec ancien, ça veut dire l'être, ça veut dire la personne, ça veut dire je suis. Et on va travailler essentiellement que sur la personne. Comment je suis arrivé donc à cette hypnothérapie ? En fait, je suis passé d'abord par l'hypnothérapie que beaucoup d'entre vous connaissent. Et dans cette hypnothérapie qui fonctionne très très bien, vraiment c'est une bonne pratique, la différence c'est que on va travailler sur une hypnothérapie sur le symptôme, sur la conséquence, sur ce que la personne a besoin de pouvoir éliminer ou alors modifier en elle pour qu'elle soit bien. En hypnothérapie, nous allons faire le travail pas inverse, mais disons différemment. On va travailler plutôt sur ce qui a déclenché donc la problématique que la personne vient d'évoquer. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la racine et sur l'origine. En hypnothérapie, le thérapeute est vraiment une personne qui va donner des suggestions bienveillantes à la personne, de façon à ce que, justement, sa problématique puisse être enrayée et puis qu'elle puisse repartir avec un bien-être. En hypnothérapie, c'est différent. En hypnothérapie, comme nous allons rechercher l'origine et la racine, le thérapeute, par sa présence, va aider le corps, car nous travaillons essentiellement que sur le corps, contrairement à l'hypnothérapie où on travaille sur l'inconscient, le subconscient. En hypnothérapie, on va travailler sur le corps. Quelle partie du corps nous en travaillons ? Nous allons travailler sur ce qu'on appelle les fascias. Les fascias, ça s'écrit donc F-A-S-C-I-A-S, en pluriel. Et ces fascias ont plusieurs rôles.
ont le rôle, bien sûr, de pouvoir maintenir le corps en forme et puis de mettre en relation les différents organes. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, donc nous, en hypnothérapie, c'est qu'il a également le rôle, ces fascias, de pouvoir être la première des mémoires à pouvoir recevoir l'information, soit de façon verbale, soit de façon sensorielle, soit de façon visuelle. Et c'est là-dessus que nous allons travailler. Car si cette information est interprétée par la personne de façon non bénéfique pour elle, ces fascias vont se contracter, vont dysfonctionner, vont envoyer des messages de dysfonctionnement au cerveau, en l'occurrence, qui lui va renvoyer donc ces messages-là à différentes parties du corps qui va mettre la personne dans un certain mal-être. Comment ça fonctionne la hypnothérapie? Ça veut dire que nous, on va travailler sur deux émotions principales. L'émotion de la peur et de la culpabilité. En passant par les fascias qui remontent donc jusqu'au niveau du cerveau, sans aller trop dans la précision du point de vue technique, nous allons travailler sur deux organes qui se trouvent au niveau du cerveau, l'amygdale qui correspond donc à la peur et l'hippocampe qui correspond à la culpabilité. Et puis bien sûr également aussi aux ambiances tendues qu'on peut avoir, que la personne a pu avoir. On envoie une information de façon verbale par rapport à ce que nous avons pu découvrir avec l'anamnèse. Une anamnèse, c'est une suite de questions posées donc, aux consultants de façon à cibler effectivement d'où vient cette origine. On envoie donc de façon verbale donc, au corps qui lui réagit par rapport à ce qu'on va lui envoyer et on va le laisser faire. On va le laisser gérer par lui-même donc cette tension qu'il a mis en place. Donc c'est le corps qui choisit en fait ce qu'il reçoit, ce qu'il décide de changer ou pas. Finalement, l'hypnothérapeute va surtout accompagner vers la guérison et suggérer au corps des choses. Après, le corps est libre d'agir dessus ou pas. Est-ce que c'est une pratique qui peut ressembler à la naturopathie? On va, par des points de pression en naturopathie, donner un ordre au corps qui réceptionne également les informations. Donc là, on est sur le toucher. Est-ce qu'il y a un lien avec la naturopathie ou bien le shiatsu qui, pareil, utilise les points de pression et puis les étirements, les massages, c'est un grand mixte des trois pour finalement arriver au même bénéfice? Oui, on pourrait le comparer avec effectivement les activités que tu viens de citer, mais avec la différence que on ne peut pas aller très très loin dans ces différentes activités. Je ne suis pas spécialiste dans ces activités-là, donc je ne vais pas trop m'avancer. Mais à savoir que dans l'hypnothérapie, nous pouvons aller chercher donc des émotions, des tensions qui sont beaucoup plus anciennes que la personne. C'est-à-dire que nous allons travailler sur la génération bien en arrière. Donc là, sur les vies antérieures, sur les chocs intergénérationnels, vous pouvez, en tant qu'hypnothérapeute, aller récupérer finalement les casseroles, les charges des générations passées? Oui, tout à fait. On peut les appeler comme cela, si tu veux. C'est qu'effectivement, le corps, lui, de ADN à ADN, va pouvoir avoir des tensions que ses aïeux lui ont cédées, ou pas, et qui peut poser problème à la personne, sans savoir exactement pour quelle raison elle a cette problématique-là. Et on va aller rechercher, on va poser la question au corps, car c'est vraiment cette question-là qu'on va lui demander, c'est-à-dire d'aller rechercher différentes tensions qui pourraient être présentes en lui, qui ont été concédées par ses aïeux. Et cela, quelquefois, on va très très loin. Donc là où je suis descendu le plus loin, c'est par exemple à la 61e génération d'une personne que forcément qu'elle ne connaissait pas. Et c'était assez... quand le corps a pu retrouver effectivement cette mémoire qui était présente en lui à son insu, mais il a géré donc cela. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on laisse le corps faire ce qu'il a à faire avec cette tension. Tu as également plusieurs ouvrages qui t'ont guidé dans cette approche de la hypnothérapie, notamment de Bernard Sinfinder. Tu m'as parlé de l'hypnose du corps, du mal-être au bien-être avec l'hypnothérapie, vaincre peur et culpabilité, et votre corps en sait plus que votre cerveau. En quoi ces trois ouvrages t'ont guidé et t'ont aiguillé dans la pratique ?
Oui, ce sont trois ouvrages qui sont très intéressants, écrits par Bernard Sandfelder. Alors, pour donner un petit peu des explications sur Bernard Sandfelder, qui est donc les créateurs de l'hypnothérapie, qui n'est pas le fondateur. Le fondateur, c'est plutôt François Rostand, qui est donc à la base un psychiatre, qui faisait de la psychiatrie, bien sûr, et qui, lui, trouvait que son activité, cette application donc, était intéressante, mais n'était pas vraiment performante à 100%. Et pour cela, il a recherché à regarder comment le corps fonctionne. Il a découvert effectivement ses fascias et c'est comme ça qu'il a pu mettre en place l'hypnothérapie qui, à son époque, ne s'appelait pas l'hypnothérapie, il l'appelait plutôt l'hypnose du corps. Et il a trouvé que ça fonctionnait très très bien. Il a arrêté complètement donc, son activité de psychiatre. Ça a été repris par Bernard Sandfelder, car François Rostand n'est plus de ce monde actuellement. Il faut savoir que Bernard Sandfelder a lui aussi donc une formation de psychiatre à la base et a arrêté également aussi sa psychiatrie et ne se concentre simplement que sur l'hypnothérapie. C'est par lui d'ailleurs que j'ai été formé. Et donc il a écrit donc, ces 3 livres. Sur l'hypnothérapie, je le conseille très fortement, car Bernard Sandfelder, comme il dit toujours, n'est pas un écrivain, donc n'a pas cette formation. Donc il a mis en place donc, ces 2 livres sous forme de dialogue, très intéressant, où un consultant pose des questions au thérapeute pour savoir qu'est-ce que c'est que l'hypnothérapie, et on comprend beaucoup plus facilement comment fonctionne l'hypnothérapie, surtout comment fonctionne le corps. Accessible finalement à tous, en fonction des âges plus ou moins jeunes, voilà, peu importe les générations, ce livre il est accessible à tous, facile à lire. En quoi finalement l'hypnothérapie peut être un soin de support pour les personnes en situation de cancer? À la Camille, tu as été amenée à prendre en charge des personnes en situation de cancer qui sont venues te voir par elles-mêmes et qui ont eu envie finalement d'essayer l'hypnothérapie. Ça s'est révélé très bénéfique, on pourra en parler dans le cadre de d'autres interviews. En quoi finalement il y a un lien entre le soin de support de l'hypnothérapie, le cancer et les causes? Alors, ce qui maintenant est révélé et puis certifié par beaucoup d'analyses scientifiques, c'est que 80% et plus de 80% donc, des malaises et des maladies proviennent donc du stress. Alors le stress, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une modification qui va se mettre en place à un certain moment dans la personne. Si cette modification est tout à fait donc, bénéfique pour la personne, tout va bien. Le corps réagit et réagit de façon tout à fait correcte. Si par contre, cette différence, cette émotion n'est pas bénéfique, le système nerveux autonome que j'ai parlé donc tout à l'heure, lui va considérer que cela est une agression pour lui. Alors que ce n'est pas une agression, ce n'est simplement qu'une pensée. Tu parles de stress positif et négatif. Il y a le stress positif qui va finalement nous booster, je pense au stress avant une compétition sportive importante ou avant un examen, par exemple. Et le stress négatif qui va finalement juste entacher la personne jusqu'à la maladie. Oui, tout à fait. C'est de cela que je parle. Et la problématique, c'est qu'en fait, ce système nerveux autonome qui est très, très performant, système nerveux autonome qui permet de gérer donc, toutes les fonctions du corps que nous n'avons pas accès et qui nous permet de pouvoir nous mettre en sécurité quand effectivement nous sommes en danger, lui, il ne fait pas la différence entre quelque chose qui est sous la forme d'une émotion, d'une pensée qui peut être déstabilisante pour nous, et il ne fait pas la différence entre une agression réelle. Pour lui, c'est la même chose. Donc, il va mettre en place donc, tout ce système pour pouvoir sécuriser la personne, c'est-à-dire suractiver donc, différents organes, le cœur qui s'accélère, les poumons qui ont un rythme plus important, le pancréas qui délivre de l'insuline, le foie qui délivre son glucose, etc., etc. Si cela perdure, à un certain moment, forcément, ces organes ne vont pas pouvoir tenir ce rythme-là et vont se mettre donc, vont envoyer un signal, ce signal donc de malaise ou d'une maladie pour dire fais quelque chose parce que je ne peux plus contenir cette activité trop importante. Et c'est là qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un dysfonctionnement de différentes cellules qui peuvent se mettre en place par justement cette activité mis en place par le système nerveux autonome
d'où la base vient d'une émotion, d'une pensée qui pourrait être déstabilisante pour la personne. Donc pour revenir à la base, d'où l'importance de la pensée positive et d'être dans l'instant présent et dans un réalisme de l'instant présent et sans aggraver dans sa tête une situation qui pourrait finalement se révéler nocive pour le corps. Envoyer des signaux négatifs peut entraîner finalement des choses négatives pour le corps. Oui, tout à fait. Pour donner quelques petits exemples, une personne peut devenir diabétique, par exemple, avec une hygiène de vie tout à fait parfaite, que ce soit en termes d'alimentation ou d'activité physique, par une forte émotion. Une nouvelle apprise peut bloquer, par exemple, l'action du pancréas et déclencher forcément du diabète, par exemple. Ça peut être... Tout cela, donc, ce que je suis en train de dire, c'est des choses qui ont été révélées scientifiquement par rapport à différentes études qui ont été approuvées. Et en quoi l'hypnothérapie est un remède contre les addictions? Alors, nous avons parlé du cancer, les addictions. Alors, l'hypnothérapie, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va rechercher l'origine et la racine donc, de la problématique. Diabète ou cancer ou autre maladie ou autre malaise, pour nous, est un symptôme ou une conséquence de quelque chose qui s'est passé auparavant. Une pensée qui peut être déstabilisante ou même une action ou un environnement ou autre chose qui s'est passé. Et de revenir, de ramener le corps dans cette problématique-là, de cette origine-là, de façon à ce que le corps, et là on travaille de nouveau sur les fascias et sur ce système nerveux autonome, de façon à ce que, de faire comprendre au corps que lui, il est en sécurité, que cette situation-là n'est pas une situation de danger immédiat. À partir de ce moment-là, le corps, lui, va réagir parce que il va pouvoir sentir que pour lui, c'est un danger immédiat, et à un moment, le support sur lequel la personne se trouve, en l'occurrence par exemple une chaise ou alors un fauteuil, va sécuriser l'ensemble du corps pour lui faire comprendre qu'il est en sécurité, qu'il n'est pas dans ce moment-là. Le corps va se calmer. C'est ce que nous voyons par exemple avec les animaux. Les animaux, par exemple, si on prend une gazelle qui se fait attraper par une lionne, la peur est intense, on peut l'imaginer, c'est normal. La lionne l'a dans sa gueule, et se déplace, et puis la gazelle n'arrête pas de trembler de peur. Ce tremblement est une forme de pouvoir expulser la peur. C'est l'instinct de survie. C'est un instinct de survie. Et cette expulsion donc, de peur permet à cette gazelle de pouvoir reprendre toutes les forces et toute la vigueur afin de pouvoir, au cas où la lionne lâche sa proie, de façon à pouvoir partir. Et c'est ce qui se passe dans le corps en hypnothérapie, quand on renvoie effectivement cette personne dans une situation qui s'est passée, le corps réagit. Quelquefois, c'est très impressionnant. Donc du coup, en lien avec le cancer, il y a cette possibilité de revenir dans les mémoires intérieures qui pourrait avoir déclenché le stress et donc sur le long terme, avec l'usure et les années, la maladie? Oui, car si on regarde les différents cancers, que ce soit cancer du sein, que ce soit le cancer de la prostate, cancer du foie, cancer des os, ils ont, pour moi, et pour les hypnothérapeutes, ils ont tous une origine, tous une conséquence qui peut être due à une situation, à un événement, un environnement de la personne, qu'elle était enfant, bébé même, hein, ou adulte, qui s'est passé à un certain moment et qui aurait pu déclencher, par cette histoire donc, de stress, un dysfonctionnement donc, des cellules, entraînant effectivement donc, ces cellules cancéreuses qui pourraient se multiplier ou alors ou bloquer le système ou même encore creuser si on est sur un cancer des os par exemple. Et est-ce qu'il y a possibilité d'agir après la maladie dans le cadre de la prévention tertiaire lorsque le cancer lorsque la personne est en rémission ou même au mieux en guérison? Est-ce qu'il y a possibilité finalement d'empêcher la maladie de revenir et par une hypnothérapie de maintien? Alors c'est ce qui est intéressant effectivement dans l'hypnothérapie. À partir du moment que nous avons travaillé sur une origine, cette origine et cette racine ayant déclenché donc, la problématique donc, de santé de la personne n'existe plus.
en termes donc d'impact physique. La mémoire, le souvenir est toujours là, est toujours présent. La personne peut très bien se souvenir de ce qui lui est arrivé, de l'événement qui s'est passé, mais ça n'aura plus d'impact physiquement sur la personne. La pensée sera indélébile pour le corps et donc la maladie sera éloignée, voire absente. Exactement, tout à fait. Donc ça veut dire que ce stress, ayant occasionné donc la maladie, en l'occurrence, elle pourra se souvenir donc, de ce qui s'est passé, mais le système nerveux autonome ne sera plus donc, impliqué, ne sera plus activé parce que le corps a compris que cela n'est plus d'actualité, si on peut dire. Est-ce que tu as quelques mots à rajouter pour conclure ce grand reportage très intéressant ? Alors, ce qui est toujours assez étonnant, mais c'est surtout les dires des consultants et des consultantes que je reçois, c'est que après avoir fait une séance, elles ne s'imaginaient pas que, en fait, certains événements, certaines situations de vie qu'elles ont pu vivre, que ce soit au niveau dans le ventre de leur maman, ou même des situations que leurs ancêtres leur ont léguées à leur insu, pouvaient avoir une influence, un impact donc, sur leur propre vie à elles. Et voyant qu'effectivement, elles sortent du mal-être et allant plutôt sur le bien-être avec ce travail qu'elles ont pu faire, que leur corps, qu'elles ont permis au corps de pouvoir faire, car, je le répète bien, donc c'est surtout le corps qui nous intéresse et surtout pas le mental, car le mental, lui, forcément, revient sur ce système autonome et il risque de bloquer les choses. Quand le corps fait tout ce travail-là, la personne, ça lui change sa vie. En 2 mots, c'est-à-dire qu'il y a la personne et puis il y a le personnage. Et le personnage, c'est ce que nous essayons de pouvoir faire pour pouvoir être bien, pour pouvoir se faire apprécier des autres, pour pouvoir être bien. En fait, on va rapprocher ce personnage de la personne, de ce que nous sommes. Pour les faire fusionner et faire en sorte que la personne se retrouve. Pour rappel, peut-être que je ne l'ai pas annoncé, mais j'exerce. Mon cabinet se trouve donc à Chancelade, au 8 allée des Catalpas à Chancelade. Ça se trouve au-dessus du magasin L'Essence de la Terre. Merci Henri pour cette interview intéressante et tu auras certainement l'occasion de repasser sur la chronique radio de la Camille Sport et Cancer, activité physique, thérapeutique et cancer, parlons-en.